nombreux, mais bon, les gens vont venir au fur et à mesure. Donc, je vous fais juste une petite introduction sur la thématique du feedback dans tous ses états. Déjà, merci à tous d'être là ce matin avec nous pour parler du cas Netflix, pour parler d'autonomie, de responsabilité, de liberté en entreprise et également de feedback. Donc, je fais un petit focus sur les prochains événements à venir puisque cette conférence Netflix, elle marque le début donc de ce cycle d'événements qu'on organise jusqu'en janvier. Donc aujourd'hui, numéro 1, c'est Netflix. Dans quelques semaines, le 7 novembre, on a un petit atelier, un good workshop. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà testé ce format. C'est un format assez sympa parce il est court, il est pratique. On l'a lancé juste avant les vacances d'été. En gros, ça consiste en 15 minutes pour découvrir un outil ou un concept et 30 minutes pour vous entraîner. Donc c'est en petit comité, c'est juste avant l'heure du déj. C'est voilà, c'est assez sympa. Et le 7 novembre, du coup, on va parler de feedback. On va s'entraîner à donner et à recevoir du feedback. Ensuite, le 3 décembre, on se retrouve à nouveau pour un nouveau format. Ici, ça sera plus une discussion autour d'une méthode de feedback un petit peu différente. C'est une méthode qui est issue d'un livre qui s'appelle En toute franchise. Alors, si son nom français ne vous parle pas, peut-être que Radical Candor vous parlera un petit peu plus. Et donc, ce sera l'occasion de vous présenter cette méthode un peu différente de feedback. Et enfin, déjà, le 23 janvier, on viendra clôturer donc ce cycle d'événements à l'occasion, on vous invite à venir jouer avec nous, à venir vous entraîner au feedback comme si c'était dans la vraie vie. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Feedback en milieu sauvage qu'on a développé il n'y a pas très longtemps et qu'on a déjà eu l'occasion de tester, qui est vraiment très sympa. Donc, si c'est un format qui vous plaît parce que c'est une manière d'apprendre de façon ludique, bah, venez, inscrivez-vous. Voilà, dans tous les cas, vous avez toutes les informations sur notre site, donc good.com, dans la rubrique événements. Donc voilà pour le feedback dans tous ces états. Et pourquoi cette thématique? Eh ben, tout simplement parce que on est nombreux et nombreuses à connaître le feedback, à penser savoir en donner, sauf que dans la réalité, des fois, c'est un petit peu plus difficile, surtout dans nos contextes professionnels. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner jusqu'en janvier pour revisiter cette pratique. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de Netflix. Comme je vous ai dit, on va parler de liberté et de responsabilité en entreprise, mais on va parler également de feedback, puisque c'est un des piliers de la culture de Netflix. Et je vous en dis pas plus, je vais laisser Isabelle se présenter et vous introduire le sujet. Voilà, bonne Ça écoute. marche. Merci. Alors, effectivement, Netflix est intéressant par sa culture et surtout par le fait qu'il y a eu un vrai partage, des conférences, un livre pour, qu'on puisse, comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est ce partage de veille qu'on vous propose aujourd'hui et c'est quelque chose dont moi j'aime bien me servir pour faire réagir également, des équipes, des DRH et des managers, prendre du recul sur leur vision de ce que c'est que l'autonomie et la responsabilité des équipes et par rapport à cette inspiration-là, pouvoir se challenger et se dire: «Bah, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait ramener chez nous?» Donc c'est un petit peu l'objet de vous faire réfléchir aussi individuellement. Est-ce que vous vous projetteriez dans ce type de culture? Donc moi, j'accompagne, les transformations culturelles, managériales, sur la base de la boîte à outils et de la culture agile. Donc je travaille aussi bien sur des sujets de feedback, management, changement, motivation et l'accompagnement des projets de transfo. Voilà, donc l'idée, c'est qu'autour de ce partage-là, on découvre un petit peu ce que c'est que l'autonomie à la sauce capitalistique, à la sauce américaine quand même, hein. Et là, c'est l'association dans ce partage, du fondateur Reed Hastings et d'une consultante en management, donc qui amène des éclairages et de la prise de recul sur ça. L'idée, c'est qu'ensemble, on puisse, s'inspirer et diverger. La première brique pour démarrer un peu dans le sujet, vous donner l'ambiance, c'est que contrairement à beaucoup d'entreprises, chez Netflix, une performance convenable vaut une généreuse indemnité de licenciement. Voilà, comme ça, on a posé l'ambiance. Si vous n'êtes pas dans le top, de la performance, il vaut mieux que vous alliez exercer ailleurs si vous n'êtes pas à la meilleure place où vous pourriez être. Donc je vous propose en fait, de vous partager ça et ensuite qu'on ait un temps d'échange et de réaction ensemble, dans la deuxième partie. Donc là, j'ai à peu près 20-25 minutes de partage pour vous. Alors, la culture Netflix est basée sur 3 grands piliers. Maximiser la densité de talent.
On veut vraiment les personnes les plus compétentes. La franchise, donc c'est là où on va faire le lien avec notre sujet du feedback, et la suppression des contrôles. Et c'est cette recette-là, c'est ces 3 piliers qui permettent à Reed Hastings de poser sa vision d'une entreprise dans laquelle on conjugue liberté et responsabilité. Donc Netflix, bon, on représente pas, mais ce qui est quand même intéressant de se dire, c'est qu'on a un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars, un bénéfice de 5 milliards de dollars et un nombre d'abonnés qu'on pensait voir fléchir, mais qui continue à aller chercher des records à chaque fois. Donc on est à plus de 280 millions d'abonnés. Il y a eu un virage qui a été pris récemment avec la publicité en ligne, qui a plutôt confirmé les choix stratégiques. Mais voilà, on est passé en quelques années d'une petite entreprise qui louait des DVD à un géant du streaming vidéo que n'arrive pas encore ou pas totalement à rattraper Apple, Disney et compagnie. Alors avant Netflix, il y a une histoire qui crée un précédent, qui crée peut-être un traumatisme pour Reed Hastings, qui est sa première entreprise qui était Pure Software. Donc c'était un éditeur de logiciels, d'outils pour la productivité des équipes de développement. Et ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise grandit, recrute, fonctionne plutôt pas mal. Mais à un moment donné, on se rend compte que dès qu'il y a un sujet, on invente une règle, une procédure. Il y a un sujet sur comment on doit s'habiller, sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire au travail ou pas. On crée à chaque fois une note à respecter. Et finalement, on se rend compte que on a une culture de suiveurs, une culture de personnes qui sont conformes aux normes et aux règles. Et l'entreprise a été revendue au marché parce qu'elle n'a pas vu un tournant technologique arriver, qu'elle n'a pas su réagir. Donc c'était le tournant Java. Et il y a une obsolescence technologique. Donc pour lui, c'est un échec de revente. Bon, c'est quand même 75 millions de reventes. Mais grosso modo, le constat, c'est que niveau culturel, on n'a pas réussi à avoir des idées fraîches, à savoir s'adapter rapidement. Et c'est ça qui va être déterminant dans la culture de Netflix. Donc Netflix commence à décoller, 40 personnes, 80 personnes, 120 personnes. Et là, comme beaucoup de startups, c'est un petit peu la crise de maturité. Les chiffres ne sont pas à la hauteur des investissements. Et donc, on se retrouve face au choix de réduire l'effectif d'un tiers. Donc, sur 120 personnes, il va falloir en remercier 40. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire ce choix, d'une part, et d'autre part, c'est l'idée de promouvoir la flexibilité. Reed Hastings se dit on ne peut pas prévoir le marché, on ne sait pas dans 2 ans où on sera, est-ce qu'on sera 3 fois notre taille, est-ce qu'on sera 2 fois moins grand, donc on va mettre de la flexibilité à tous les niveaux de l'entreprise dans tout son fonctionnement. Et on va éviter de vouloir prévenir toutes les erreurs, faire adhérer aux règles, c'est pas ça qui va être important dans la culture Netflix. Donc ce premier virage de réduire l'effectif, il pose la question de mais comment on retient les meilleures personnes? C'est quoi les meilleures personnes? Donc c'est là que se pose la définition qu'une superstar vaut mieux que 2 personnes moyennes et qu'on va rechercher quelqu'un qui est réellement performant et qui a de l'initiative, qui fait avancer l'entreprise et qui est collaboratif. Et ça, c'est essentiel. On ne veut pas de talentueux râleurs, on ne veut pas de talentueux non collaboratifs. On veut réellement des personnes qui s'inscrivent dans un collectif très fort. Donc à ce moment-là, on craint qu'il y ait une mauvaise ambiance puisqu'effectivement on se sépare quand même de pas mal de monde et finalement c'est le contraire qui se produit, c'est qu'on découvre qu'il y a une énergie qui se crée, il y a peut-être plus de simplicité, peut-être que chacun sait mieux quel est son rôle et a été confirmé aussi le fait d'avoir été gardé fait finalement certainement du bien et donc on se retrouve dans une entreprise qui commence à connaître cette efficacité par la haute densité de talent. Donc c'est le premier pilier de la culture. Donc ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais l'idée, c'est qu'on va conserver ceux qui sont les meilleurs. Alors ça donne quoi en termes de salaire et de primes? Alors on fonctionne pas à la prime ni au bonus, on cherche des gens motivés qui ont une passion, une motivation intrinsèque pour ce qu'ils ont à faire. Donc ça, c'est très management 3.0, hein, on fonctionne plus à la motivation extrinsèque. On va réévaluer constamment les salaires, si besoin de 20 à 30 en sondant le marché.
C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas votre performance qui définit votre salaire, c'est ce que le marché est prêt à vous acheter à un instant T. Donc dans cette logique-là, on incite les personnes à aller passer des entretiens de recrutement ailleurs pour connaître leur valeur sur le marché, et on préfère l'inciter et le savoir plutôt que de découvrir un jour que tiens, un tel a démissionné et on n'a pas eu l'opportunité de le garder. Donc ça, il n'y a aucun tabou au sujet de cette rémunération, et on n'est pas du tout sur des fonctionnements d'enveloppe limitée. C'est est-ce que le marché rémunère ce tarif, et à partir du moment où on veut les meilleurs, eh ben, c'est une priorité pour nous. Donc on veut effectivement pouvoir garder les meilleurs. Donc s'il y a un sujet comme les fonds ne sont pas illimités, s'il y a un dilemme qui se pose sur garder quelqu'un, mais comment on finance son augmentation, eh ben, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse sortir quelqu'un qui est moins éblouissant que lui pour toujours rester dans cette densité de talent. Donc au niveau des recrutements, quand les personnes rentrent, effectivement, elles peuvent rentrer 20 à 30% au-dessus des salaires au besoin. Et oui, la réflexion que je me faisais, c'est que finalement, cette politique de haut salaire, elle se fait sur les profils très créatifs qui vont vraiment changer la donne pour l'entreprise. À mon sens, les fonctions un peu moins critiques, j'imagine qu'un comptable chez Netflix ne gagne pas 30% au-dessus des salaires du marché. Donc, il y a quand même peut-être une double vitesse dans cette politique-là. Alors, il y a un keeper test qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est de se demander en tant que manager, si une personne démissionne demain dans ton équipe, est-ce que tu vas tenter de lui faire changer d'avis, ou est-ce que tu acceptes sa démission et peut-être que ça va même être un soulagement. Donc si c'est le cas, il vaut mieux que tu lui donnes des indemnités de licenciement. Donc chaque manager est amené à se reposer cette question, est-ce que j'ai les meilleurs à la meilleure place au bon moment pour relever les défis qui sont face à nous. Donc ça peut créer une ambiance un petit peu de challenge permanent, de savoir quelle est la valeur d'un collaborateur. Est-ce que je vais me battre pour un salarié? C'est la question permanente. Mais c'est aussi quelque chose que s'appliquent les managers et Reed Hastings, le PDG lui-même, puisqu'il se demande régulièrement, tous les 3-4 mois, est-ce que je suis bien à la bonne place? Est-ce que j'apporte le maximum de valeur à l'entreprise en tant que PDG? Et en fait, il a passé la main récemment, il est passé président exécutif. Mais voilà, il a amené cette fonction de PDG jusqu'où il lui semblait qu'il avait là la meilleure valeur ajoutée, et chacun est invité à le faire. Donc c'est aussi le discours qui est porté aux collaborateurs, c'est si finalement vous avez des doutes, si vous êtes en stress par rapport à ce keeper test, allez chercher l'info, allez voir votre manager, allez lui demander s'il se battrait pour vous garder. Et donc, l'idée, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer, d'aller chercher du feedback et d'être à la meilleure place. Voilà, et on n'est pas licencié du jour au lendemain suite à un keeper test. On est licencié dans une logique de nombreux feedbacks, de nombreux échanges pour essayer de trouver la meilleure place, pour essayer de voir les évolutions qui sont demandées. Donc voilà, c'est pas non plus un coup près qui tomberait comme ça de façon très violente. Ce qu'on peut se demander, c'est si il y a beaucoup de turnover avec tout ça. Et donc, par rapport à la moyenne des entreprises américaines, finalement, non, pas tant que ça, puisqu'on est à 11 ou 12% chez Netflix contre 18%. Et finalement, on voit que le turnover involontaire, donc les départs forcés, c'est 8% au lieu de 6% sur la moyenne. Et on a quand même voilà, une bonne fidélité dans cette entreprise. On considère que l'équipe, c'est une équipe de sport, c'est pas une famille. Donc on attend de l'excellence, on attend que chacun soit au top dans son rôle. Et c'est vraiment le rôle du manager, le coach, de mettre le chacun à la meilleure place. Et on va demander il y a aussi tout ce discours autour de l'ego. On ne veut pas des personnes qui soient centrées sur l'ego, ou que l'ego fasse prendre des décisions à qui que ce soit dans l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très incarné par Reed Hastings, qui lui-même n'a pas de bureau, a des discussions libres avec n'importe qui, veut bien être contredit par un stagiaire pour que ce soit l'échange des idées qui prime avant tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez présent dans sa culture.
Donc l'idée, c'est que le travail, c'est une activité limitée dans la période de temps magique dans laquelle on est la personne la plus en phase et où le poste nous convient. Donc on veut chercher des personnes qui veulent être dans une équipe qui gagne, donc qui viennent là pour faire déplacer les murs, pas des personnes qui veulent de la sécurité de l'emploi. C'est pas du tout la cible. Et donc ça nous ramène à des notions qu'on connaît par ailleurs, qui sont des notions de self-management, où je suis amené en tant que salarié à me questionner régulièrement sur ma valeur, sur ce que je peux proposer à l'entreprise, et pas forcément attendre du management, des RH ou des fiches d'emploi qui peuvent sortir, des opportunités, mais d'aller les créer, d'être un petit peu aux manettes de mon évolution. Le deuxième pilier, c'est la franchise. Alors il est important celui-là parce qu'il permet l'ajustement, il permet la performance extrême, c'est quand on cumule la haute performance et la franchise désintéressée, puisqu'on n'a pas d'ego. Et donc là aussi, il y a un discours qui est très clair, c'est si vous prenez pas la parole, c'est une trahison, puisqu'en fait, vous gardez des infos utiles pour vous, des remarques utiles pour l'entreprise, et vous choisissez de ne pas aider l'entreprise en faisant ça. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on est nombreux à vivre des réunions où on n'est pas tout à fait en phase, où on ne croit pas au projet qu'on est en train de nous présenter et où on ne va pas le dire parce que culturellement, c'est pas très, ça passe pas beaucoup. Bon, là, c'est vraiment le contraire. On veut vraiment entendre ceux qui ont des critiques constructives et on va encourager ça à tous les niveaux. Il faut savoir que le feedback n'est pas du tout lié à une augmentation ou à une promotion. Donc c'est quelque chose qui permet de s'améliorer constamment. L'idée, c'est que la confrontation des idées dépasse complètement la hiérarchie. Donc également, quand vous parlez de quelqu'un, ne dites rien que vous ne pourriez pas lui répéter en face. Ça, finalement, ça amène aussi une forme de paix sociale, hein. On n'est pas là pour se parler dans le dos. Quand il y a un sujet, on le pose sur la table. Et tout ça, toute cette mécanique de feedback intensif permet de réduire finalement le besoin de hiérarchie et de règles. On va être en constant ajustement pour que ça fonctionne. L'idée, c'est d'écouter. Effectivement, c'est un impératif d'écouter les retours comme font mes collègues. On ne doit pas se limiter à son ego, on ne doit pas adopter une attitude condescendante, on ne veut pas des divas ingérables. Et ça, c'est aussi un postulat fort, c'est qu'il n'y a aucun collaborateur toxique qui doit rentrer dans l'entreprise, puisqu'on sait quel impact ça a. Donc là, il y a l'éclairage de la consultante sur ce point-là. Ah, je l'ai pas. Ah si, il est là. Ce sont les comportements de groupe, hein. Quand on simule, il y a eu des recherches menées sur l'étude Bad Apple de Will Phelps, qui a permis de faire plein de simulations avec des groupes dans lesquels on mettait un acteur qui jouait un rôle de boulet. Donc c'était un boulet qui pouvait être flemmard ou toxique ou pessimiste. Dans les groupes, ce qu'on a pu observer, c'est que la performance globale du groupe chute jusqu'à 40% quand il y a ce type de comportement dans le groupe. Et finalement, le flemmard donne pas à l'équipe l'envie de faire le moindre effort. Le toxique, au bout d'1 heure de travail, tout le monde se parle mal. Le pessimiste dépressif, on n'y croit absolument plus. Donc c'est intéressant de voir aussi comment ce comportement déteint sur l'équipe. Et finalement, voilà, l'idée, c'est de ne pas faire rentrer ces éléments-là dans la culture de l'entreprise. Hop, je reviens en arrière. Alors le feedback, chez Netflix, il y a un feedback 360. Au début, il était anonyme par une solution et finalement, on ne savait pas très bien comment l'exploiter, quoi en faire, à quoi ça faisait référence exactement, ce que voulait dire la personne. Donc ça a été complètement arrêté et ce sont des feedbacks nominatifs pour qu'on puisse discuter avec la personne et aller comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans la collaboration. Et puis, des séances, et ça c'est un petit peu la marque de fabrique, des séances de speed feedback. Donc on se réunit en équipe, en one-to-one, on se voit avec quelque chose de très simple. Qu'est-ce que tu peux commencer à faire? Qu'est-ce que tu peux arrêter de faire? Qu'est-ce que tu peux continuer à faire? Chacun reçoit comme ça les feedbacks des autres et on fait la synthèse devant le groupe des feedbacks qu'on a reçus et de ce qu'on en a retenu. Et donc ça a lieu très régulièrement sous forme de dîner feedback, sous forme de réunion feedback. Et c'est cette partie la plus importante, le moment où vous restituez au groupe ce que vous avez entendu et compris des feedbacks, qui pour eux est la plus riche en termes d'intérêt. Donc après, dans les différentes cultures au niveau international, ça n'a pas été déployé de la même façon partout.
Mais vraiment, l'idée, c'est que chacun, y compris le PDG, n'importe qui dans l'entreprise, reçoit du feedback pour éviter de faire des erreurs grossières qu'on n'oserait pas lui faire remarquer. Donc culturellement, effectivement, au Brésil, c'est des choses qui sont très naturelles, puisque c'est vraiment des équipes très orientées sur la relation. Par contre, du côté asiatique, c'est vrai qu'à Singapour, pour être en désaccord avec son chef, c'est quelque chose de difficile culturellement. Et au Japon, même chose, il y a de l'évitement en cas de désaccord, on n'est pas dans du franc-parler. Donc là, ils avaient beaucoup de mal à adopter cette culture-là de feedback. Et la solution qu'ils ont trouvée pour l'intégrer dans la culture, ça a été de créer des moments de critique formels à la fin des réunions. On prend 10 minutes pour faire des moments de critique avec un modèle qui est fourni à remplir, et ça fait partie du travail. Et du coup, ça a été accepté de cette façon-là, avec un processus, voilà, pour libérer la parole. Donc ils sont notés à l'ordre du jour. C'est un point de l'ordre du jour. Pour continuer sur le pilier de la franchise, il y a la transparence organisationnelle. Donc c'est une volonté forte de donner aux joueurs, donc aux équipiers, les règles du jeu, les bons indicateurs, de ne pas leur mentir sur la réalité. Donc on va partager des infos, même confidentielles, en précisant, effectivement, on est coté en bourse. Donc si vous faites une fuite d'informations sur notre nombre d'abonnés du mois de septembre, eh bien, vous avez un risque de prison, de procès. Donc, mais par contre, on va quand même les diffuser parce qu'on ne veut pas pénaliser 98% des salariés à ne pas avoir cette info. S'il y a un incident, on saura revenir vers la personne qui a créé l'incident, mais ne pas généraliser et mettre des règles limitantes pour tout le monde. Les chiffres hebdomadaires de l'activité sont communiqués. L'idée, c'est de créer vraiment la confiance et l'appropriation du business, du modèle économique, et de développer l'autonomie de chacun dans cet environnement. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait vraiment pas de rétention d'informations. Et la transparence, elle va aussi, quand on se sépare de quelqu'un, ça va être de dire très clairement, on se sépare de lui parce qu'il y a eu une fraude à quelque chose, mais on ne va pas dire il a de nouvelles opportunités, on est content du chemin qu'il a fait avec nous. Non, on va vraiment dire les choses. Et c'est ça aussi qui fait tenir les règles. C'est le fait qu'il y ait des sanctions quand les quelques règles qui existent chez Netflix sont bafouées. La sanction est immédiate, donc le message est très clair pour tout le monde. On fait des audits préalables avant de faire une promotion de quelqu'un. Et notamment, si on voit que la personne joue pas le jeu sur tous ces aspects de feedback, de collaboration, de ne pas prendre des décisions pour protéger son périmètre, son ego ou quoi que ce soit, voilà, on va pas le faire grandir dans l'entreprise, on va essayer de travailler avec lui sur ces sujets-là. Mais on ne fera pas de promotion si on voit que les comportements ne sont pas en ligne. Donc, je me souviens plus de l'exemple là-dessus. Non, c'est tout là-dessus. Et puis, ce qui va avec quand même, c'est le droit à l'erreur, parce que si on devait être parfait, tout parfait du premier coup, ce serait compliqué dans cet environnement-là. On veut que, c'est même plus que le droit à l'erreur, c'est comme si vous aviez des jetons quand vous rentrez chez Netflix, des jetons d'innovation, et l'obligation de les utiliser. On ne veut pas des personnes qui suivent, on ne veut pas des personnes qui cherchent de la conformité. Donc, vous allez devoir aller vous dépasser dans le sens de l'initiative. Et quand vous allez vous planter, parce que faire des paris, c'est potentiellement risqué, c'est pas grave, vous allez faire une autopsie publique de l'échec, vous allez expliquer ce que vous avez appris au travers de cet échec, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre pari, pour que ça serve à tout le monde à augmenter sa connaissance et à capitaliser sur cette aventure-là. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est des profils innovants pour être au top du marché. Alors, avec tout ça, avec la densité de talent et la franchise, le troisième pilier, c'est qu'il y a moins de contrôle, moins de contraintes pour laisser toute la place à cette liberté de mouvement. On prend l'exemple des notes de frais. Comment ne pas écrire des règles de notes de frais? L'idée, c'est on ne veut pas valider les achats, donc on va laisser les personnes agir et acheter au nom de l'entreprise, mais comment les guider pour qu'il n'y ait pas d'excès? Donc le premier principe qui a été posé, ça a été dépenser l'argent de l'entreprise comme si c'était le vôtre. Mais finalement, on se retrouve avec des interprétations très personnelles de cette phrase.
un jeune chef de projet qui prenait des TJV première classe, un DAF qui faisait des économies, ou un commercial qui prenait, des bouteilles de champagne avec ses clients. Finalement, c'était pas très lisible, donc ils ont retravaillé ce principe et la meilleure formule qu'ils ont trouvée, c'est: agissez au mieux des intérêts de Netflix. Et là, dans les comportements et dans les pratiques de nos 2 frères, ils ont trouvé que c'était le principe qui ajustait le mieux les comportements. Donc il y a vraiment tout ce travail très fin, de trouver, les meilleures valeurs, le meilleur cadre pour que chacun s'y retrouve sans tomber dans la règle, constante. Depuis 20 ans, Netflix pratique les congés illimités. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Vous pouvez, selon vos besoins, prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de plus. La seule, évidence, qui est demandée, c'est que ça ne pénalise pas le travail de l'équipe et que ça ne nuise pas à votre performance. Donc au début, la crainte de Reed Hastings, c'est plutôt que les personnes ne prennent pas assez de congés, soient des zombies, puisqu'on a recruté des gens qui sont hyper motivés, hyper innovants, on leur donne de la liberté. Donc il y a quand même potentiellement ce risque que ça devienne des zombies qui travaillent 6 jours sur 7 sans s'arrêter. Et c'est pas ce qui est souhaité non plus. Et au début, ça prend pas. Les gens ne prennent pas des congés, donc peut-être qu'ils se l'autorisent pas. Donc au final, il y a tout un travail du management pour montrer l'exemple, pour prendre plus de congés, envoyer des cartes postales aux équipes en disant «Ouais, je suis là», pour que petit à petit s'installe cette pratique. Donc ça a été la conduite du changement des premières années. Et aujourd'hui, moi je crois qu'ils prennent 1 à 2 semaines de plus en moyenne qu'une autre entreprise. Donc voilà, c'est intégré et c'est quelque chose qui fait vraiment, qui est très fidélisant pour les employés. Donc pas de congé, voilà, je l'ai dit tout ça. Je suis performant. Ne cherchez pas à faire plaisir à votre boss, mais à agir au mieux de l'entreprise. Voilà, vous avez vu la cohérence, on veut pas travailler pour, les mauvaises raisons, faire des choix pour les mauvaises raisons. On veut pas, faire des propositions dans l'idée d'avancer. Donc c'est vraiment, qu'est-ce qui est le mieux pour les clients de Netflix? Puisque on en parle peu, mais c'est quand même le fondement des grandes entreprises américaines, hein. C'est une orientation client qui est exceptionnelle. Donc c'est toujours cette obsession de délivrer la meilleure, valeur pour les clients Netflix. Donc c'est ça qui drive. Ça veut dire qu'on peut prendre des décisions avec lesquelles notre, manager n'est pas d'accord. Ça n'est pas un problème. Si c'était le cas d'ailleurs, ce serait un problème que tout le monde, n'ait des idées qui ne plaisent qu'à leur manager. Ce serait plutôt un mauvais signe. Ce serait contraire aux intérêts de l'entreprise. Donc il faut vraiment que chacun se considère comme un entrepreneur et la condition à ça, c'est la notion de la pratique du capitaine informé. Ça veut dire que quand vous allez prendre des décisions, prendre des paris, vous allez quand même être responsable, bien sûr, in fine, mais vous allez être amené à créer un dialogue contradictoire autour de votre proposition et de votre idée. Donc il faut que vous ayez capitalisé sur, la connaissance de vos collègues, de vos managers pour être éclairé quand vous allez faire cette décision. Donc voilà, ça c'est une pratique, aussi qui est un prérequis pour le fonctionnement avec des gens hyper performants. On veut pas du solo, on veut pas des personnes qui fonctionnent seules, on veut toujours ce collectif fort. Donc c'est un des fondements. Il y a également, autour de toute cette culture de la décision solo, un traumatisme, qu'a vécu Reed Hastings, c'est qu'à un moment donné, il a voulu simplifier le travail de Netflix en créant une, entité, une marque Quickster pour la location de DVD et en conservant la marque Netflix pour le streaming. Et ça a tout simplifié, c'est pas les mêmes logistiques, c'est pas les mêmes profils, c'est pas la même façon de fonctionner, donc ce sera beaucoup plus simple comme ça. Finalement, quelques mois après cette, mise en œuvre, le chiffre d'affaires de Netflix s'effondre, les personnes qui consommaient les 2 chez Netflix, du coup, elles se retrouvent à devoir gérer 2 abonnements, 2 entreprises, elles ont pas du tout envie de ça. Et donc, c'est une catastrophe. Et ça a failli coûter vraiment très, très cher à l'entreprise, c'était très chaud. Et il tire de cette expérience, toute cette conviction autour de la notion de capitaine informé, de prise de décision partagée, pour éviter d'être seul. Et ce qui a été le plus dur, en fait, dans cette expérience, c'est, on le savait que ton idée, elle était pourrie, mais on n'a pas osé te le dire, tu étais tellement convaincu. Et donc c'est ça qui le marque et qui fait que, bah, non, je veux plus prendre de décision si je suis pas sûr d'avoir bien entendu ce que les personnes en ont à dire. Donc il y a cette petite pratique de
en fin de réunion ou pour toute proposition, de venir tout simplement créer le dialogue en demandant à chacun, voilà, par rapport à ce que j'envisage de faire, à tel pari que je veux faire, est-ce que c'est une bonne décision ou non pour l'entreprise? Et chacun va noter de -10 à +10. Alors moi, je trouve que faire 2 changements à la fois, c'est pas une bonne idée, donc je mets -4. Moi, je mets 8 sur 10 parce que le timing est parfait, juste avant un grand lancement sur le marché. Donc on va entendre toutes les objections et tous les éléments de soutien de cette proposition et c'est à la personne qui la porte de tenir compte ou pas des différents retours qu'il a eus, mais il aura fait cet exercice d'entendre et d'éclairer sa décision avec toutes ces visions-là. Quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre, à importer dans ses pratiques. Donc par rapport à cet environnement Netflix, au fond, ce que je retiens, c'est que les valeurs sont tellement assumées et incarnées qu'elles deviennent des règles, même si on affiche qu'il n'y a pas de règles chez Netflix. Voilà, ces principes sont tellement forts et tellement, quand vous dérogez aux principes, il y a une sanction forte et immédiate qui est faite. Même chose, hein, si les notes de frais ne sont pas contrôlées, si vous faites une entorse aux notes de frais, la sanction est immédiate. Parce que s'il y en a trop, ça nous obligerait à remettre du contrôle et on ne veut pas d'une entreprise qui fait du contrôle. Donc voilà, des valeurs qui sont extrêmement fortes et incarnées. Le ciment, c'est d'aligner tout le monde sur l'intérêt de l'entreprise, d'apprendre chacun à agir et penser constamment selon l'intérêt de l'entreprise, en donnant les chiffres, en donnant la transparence sur les décisions, sur les menaces qui sont face à nous, etc. etc. Et finalement, c'est une culture qui arrive à faire concilier la performance et l'exigence, enfin plutôt l'exigence et la liberté, parce que souvent on a du mal à faire rimer, qu'on entend des managers qui ont du mal à donner beaucoup d'autonomie à leur équipe parce qu'ils se disent finalement on va y perdre en résultat, on va moins y voir, etc. Finalement là, on arrive à faire quelque chose qui conjugue les deux. Et c'est la régulation par le feedback et par la remise en contexte par le manager pour que chacun puisse prendre les meilleures décisions qui permettent au système de s'ajuster en permanence et permettent à chacun d'évaluer sa contribution à l'entreprise. Il y a un exemple d'un manager qui a pris une décision de signer un bail pour des locaux sur 3 ou 5 ans et là, il s'est fait rattraper. Non, c'est pas du tout l'état d'esprit qu'on veut créer. On veut une structure ultra innovante et ultra flexible. Donc, signer un bail sur 5 ans, c'est pas du tout en phase avec ce qu'on veut faire. Et là, le manager va pas blâmer la personne. Elle va se dire: «Qu'est-ce que j'ai mal fait dans ma communication avec lui pour qu'il ait pas notre élément de contexte et pour qu'il prenne une décision comme ça?» Donc c'est vraiment de se dire, manager les personnes par le contexte en leur donnant une transparence et constamment le sens de ce qui est fait pour que ça puisse guider leurs décisions au quotidien. Donc au final, beaucoup moins de temps passé à faire des règles et des contrôles. Par contre, un vrai temps qui est passé à la réflexion sur comment je manage, comment je crée cet environnement, comment j'écris le principe pour qu'il soit compris de la bonne façon et qu'il produise les bons comportements. Et ça, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir, cette qualité-là de finesse managériale. Et finalement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la cohérence. La cohérence du système. Après, on en pense qu'on en veut et je vais vous écouter et réagir. Mais la cohérence, elle va de la note de frais aux locaux, aux vacances, aux prises de décision sur les dossiers. Donc il y a vraiment quelque chose souvent, on voit dans une entreprise, il y a une initiative «Développons le feedback», mais pas forcément en lien avec d'autres choses. Donc on a des initiatives isolées. Il y a quelques entreprises en France qui ont fait des congés illimités. Mais voilà, ici, on a quand même une très belle cohérence, une vision très aboutie d'un système managérial assez particulier et assez connu sur la place. Alors, pour la parenthèse, la moyenne d'âge chez Netflix, elle est de 30 ans. Donc ça veut dire que ce système ultra flexible, ultra innovant, s'adresse en particulier à des personnes qui sont plutôt première partie de carrière et qui ont envie de se donner à fond dans leur travail. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin.